La ministre de l'Éducation nationale Camélia Toutoum Leclerc a procédé lundi écoulé à Mwanda à la remise de 22 ordinateurs destinés aux établissements primaires de la province du Haut-Ogooué. La cérémonie s'est déroulée à la salle de réunion de la préfecture de la localité. Reportage Romano Luba et Francis Lembumba. Cette cérémonie de remise symbolique des équipements informatiques s'est déroulée dans la salle de réunion de la préfecture de Mwanda en présence du ministre de l'Éducation nationale, mais également de l'administrateur directeur général de la Comilogue, les responsables d'établissements primaires publics de la province du Haut-Ogooué et du préfet du département de Lampassa assurant l'intérim du gouverneur du Haut-Ogooué, lequel dans son discours de bienvenue a rappelé que cette action corrobore la vision du président de la transition générale des brigades, Brice Clotaire Oligingema. En effet, l'éducation et la formation sont pour lui un véritable levier pour l'essor de notre pays. Aussi, se préoccuper des conditions et de la qualité de la formation de notre jeunesse, c'est améliorer non seulement leurs conditions d'apprentissage, mais par ricochet, faire évoluer le mode de travail des enseignants. C'est dans le cadre du partenariat Iramet Comilogue avec l'État gabonais, matérialisé par le fonds RSE, que ces ordinateurs destinés aux établissements du Haut-Ogooué cycle primaire ont été offerts. En vous remettant ces 22 ordinateurs pour les écoles départementales du Haut-Ogooué, je souhaite vous témoigner, aussi symboliquement et modestement que cela soit, notre engagement à vos côtés ainsi qu'aux côtés de l'État gabonais à faire de l'éducation un puissant vecteur pour l'émergence du Gabon nouveau. La rencontre s'inscrit dans ce qu'il convient de qualifier comme une tradition entre le ministère de l'Éducation nationale, entité de l'État gabonais, et le groupe Eramet à travers ses différentes filiales. Au moment où vous bénéficiez de ces ordinateurs, je voudrais en retour vous demander d'en faire bon usage et de les conserver rigoureusement. Puisse cet usage renforcer le plaidoyer en faveur d'autres donations du genre. Que cette contribution à l'amélioration de la performance administrative et pédagogique de votre établissement soit appréciée à sa juste valeur. Cette cérémonie s'est achevée dans une ambiance détendue. En séjour dans la province de l'Ogooué-Ivindo, sa terre natale, Parfait Amouyemi Olam a effectué une visite au centre médical d'Ovan où se tient la deuxième journée de la caravane médico-chirurgicale. Le récit avec Sheila Mebalé et Elodie Inyunga. Prendre le pouls du déroulement de la caravane médico-chirurgicale du centre médical d'Ovan, c'est l'objectif de la présence de Parfait Amouyem Olam, épouse d'Ivassa, dans cette structure sanitaire. De l'accueil en passant par les différents services, le bloc opératoire et le laboratoire, la fille de la localité a voulu toucher du doigt le bon déroulement de cette initiative qui permet de répondre aux besoins sanitaires des populations de ce département. Aujourd'hui, je suis à la fois émue de voir qu'il y avait autant de détresse sanitaire dans le département de l'Ambour. Je suis également satisfaite de voir qu'il y a eu un plus grand nombre qui a été touché et je remercie les hautes autorités, je remercie l'équipe médicale, le ministère de la Santé qui nous accompagne, les autorités et toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette caravane humanitaire. Vous avez pu constater que tout le monde a été impacté, des enfants, des vieillards, des femmes, des jeunes, et on a même détecté des maladies très graves durant cette caravane-là. Pour les populations, l'initiative est louable. Content de l'initiative et savoir présenter l'idée à Dieu, puisque nous on est spirituels. Tout pour nous, nous présentons à Dieu. Et ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de gens qui sont restés pendant la caravane militaire, qui se sont fait opérer aujourd'hui. Il y a encore plein derrière là-bas. L'initiative n'est pas mal. Nous sommes contents, mais il faudrait que ça soit un peu continué. C'est une bonne chose. La caravane est venue nous trouver sur place. Il s'est fait opérer. Bon, moi, je suis contente. La maladie qu'il a, il s'est fait libérer. Le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries ne compte pas s'arrêter dans le département de l'Anvou. Les autres localités seront prises en compte afin de donner un peu de sourire à ces populations de la province de l'Ogooué-Ivindo.
Clôture du séminaire de formation du comité consultatif de la fonction publique ce vendredi. Les membres des directions techniques du dit ministère ont par cette formation renforcé leurs capacités en matière de conception et de rédaction des textes législatifs et réglementaires. Alphane Dombi Moussavou, Gérard Mindou. Le séminaire de formation sur la relance des activités du comité consultatif de la fonction publique a pris fin. Au terme de 3 jours d'échange, les membres du dit comité expriment leur satisfaction. Nous avons travaillé au préalable sans formation et nous nous rendons compte que nous avons travaillé sur le bon sens, sur l'expérience professionnelle. Nous n'étions pas très loin, mais aujourd'hui avec ce que nous avons acquis en 3 jours de formation, je pense que la performance peut y être. Mais ce n'est pas terminé, c'est une chaîne, ça va continuer. Le comité consultatif qui était depuis des années en veilleuse est désormais fonctionnel. Par le passé, ça allait dans tous les sens. Chaque sectoriel rédigeait son texte et allait directement au secrétaire général du gouvernement. Désormais, tous les textes, tous les projets de textes devront passer par la fonction publique via le comité consultatif. Une rencontre riche en enseignements et en résolutions qui réjouit plus d'un. La formation, elle a été la bienvenue parce qu'il y a très longtemps, on n'avait plus jamais eu de formation sur le comité consultatif de la fonction publique. Cette formation qui relance le comité consultatif de la fonction publique est une formation qui est bénéfique pour nous les participants et fructueuse en même temps parce qu'elle nous a permis de cerner le rôle du comité consultatif. La réactivation de cet organe consultatif place de ce fait le ministère en charge de la fonction publique au cœur de l'activité administrative et des réformes du gouvernement. Et sur instruction du président de la transition, l'ancienne gare routière de Libreville doit être transformée en gare routière multimodale. Le ministère des Transports, qui a en charge la mise en exécution de ce projet, a envoyé une délégation ce matin pour faire un état de lieu du site. Arnaud Abekong, Thierry Aldo Mandaka. La restauration des institutions amorcée depuis le 30 août 2023 est toujours en marche. La gare routière de fait ou l'ancienne gare routière actuelle de Libreville, c'est selon et plus que jamais sous les projecteurs du CTRI. Les autorités de la transition entendent y construire une gare routière mixte, moderne, répondant aux normes internationales relatives aux infrastructures de transport terrestre. La gare routière est une superstructure qui est un espace de débarquement et d'embarquement de passagers et de biens. Avec le projet actuel qui est de la récupération de cet espace de la gare routière, il y aura la création d'emplois, il y aura la création de structures à l'intérieur qui feront fonctionner réellement une gare routière, donc un lieu d'embarquement et de débarquement des passagers sur les lignes interurbaines et intra-urbaines. L'équipe du ministère des Transports envoyée sur le terrain afin d'identifier les occupants du site, notamment l'état des constructions érigées et qui peut les avoir dressées sur quelle base légale surtout, a fait face à la triste réalité. Vu d'en haut, le site est arpenté par les vendeurs et commerçants à la sauvette. Par endroits, il est devenu un pissoir à ciel ouvert. Alors qu'on emprunte le couloir au milieu des commerçants, les regards des occupants en disent long, une réaction qui est loin de décourager la ténacité de l'équipe envoyée par Loïc Ndingamoudouma, le ministre des Transports. Cette mission consiste à venir s'enquérir de l'état de la gare routière. Pourquoi sommes-nous ici là? C'est pour matérialiser la volonté du CTRI. Il est utile de préciser que cet espace, en plein cœur de Libreville, selon les informations fournies par le ministère des Transports, fait l'objet d'une réservation sur les parcelles numéro 601, 602, 603 de l'identification cadastrale ou titre foncier numéro 1748 acquis par l'État gabonais depuis 1977 auprès de la société BN Gabon. On parle également de cette tombée des rideaux de la semaine du régulateur. Les différents participants ont jeté les bases sur la création d'une association des régulateurs de l'Afrique centrale. Et c'est la ministre de la Réforme et des Institutions qui a présidé la cérémonie de clôture. Patricia Lidimouele, Tito Mohamed. Semaine très fructueuse pour les régulateurs venus de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Durant 4 jours, ils ont échangé leur expérience sur des thématiques aussi diverses que variées, entre autres la régulation tarifaire, la gestion stratégique des ressources humaines. C'est une très bonne initiative, d'autant plus qu'ici en Afrique centrale, il y a un certain nombre de sujets
notamment en matière d'électricité, qui demande qu'il y ait effectivement un organe de régulation qui permette que ces projets qui devraient être développés dans les prochaines années, à savoir par exemple les interconnexions sous-régionales. On a déjà l'interconnexion entre le Cameroun et le Tchad. Il est prévu une interconnexion entre le Gabon, entre le Congo et le Cameroun. Et il y a d'autres interconnexions dont il y a une étude qui existe depuis un certain nombre d'années qui nécessite que les régulateurs se mettent ensemble pour réfléchir à la manière d'harmoniser nos réglementations et de pouvoir ainsi permettre que ces projets soient le plus bénéfiques possible aux populations qu'ils doivent desservir. Une initiative de l'Agence de régulation du secteur eau potable et de l'énergie électrique qui a porté ses fruits. Pour nous, la coopération sud-sud, les échanges sont la meilleure façon d'atteindre la performance. Et pour démontrer que cela est possible, nous pouvons, entre nous, Africains, nous parler, nous enrichir de l'expérience des uns et des autres. Nous avons été surpris par le nombre et la qualité des intervenants, le nombre des questions, la qualité aussi de celles-ci, ce qui nous a permis d'échanger et apparemment vraiment le succès est au rendez-vous puisqu'il y a déjà de la demande pour une seconde édition. Occasion également pour cette rencontre, la première du genre au Gabon, de constituer un outil d'aide à la décision des gouvernements africains. Soucieux de l'efficience de la régulation dans nos pays, tous les thèmes que vous avez abordés durant 4 jours de formation doivent désormais vous permettre d'appréhender l'importance de la régulation tarifaire afin de vous assurer que les prix sont justes, raisonnables et reflètent les coûts du secteur. De protéger les consommateurs tout en garantissant une rentabilité suffisante pour attirer les investisseurs dans le secteur. De mettre en place ou évaluer la faisabilité de la démarche qualité, gage d'une organisation efficace pour nos entités publiques et privées. D'améliorer les compétences des gestionnaires des ressources humaines et matérielles. D'examiner diverses initiatives positives en vue de leur reproduction et l'adaptation dans d'autres pays. Et enfin, de mettre en commun, dans le cadre de votre association, vos différentes expertises pour devenir de véritables outils d'aide à la décision pour les gouvernements de nos différents pays. L'implication des régulateurs de l'Afrique centrale et de l'Ouest contribue donc à harmoniser la réglementation au bénéfice de la population et a également permis de jeter les bases de la future association des régulateurs de l'Afrique centrale. Nous l'annoncions en titre, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 8 novembre la journée mondiale de la radiologie. L'école d'application du service de santé militaire a servi de cadre à la dite journée, occasion pour la Société gabonaise de radiologie de développer le thème de cette édition, imagerie des urgences, radiologie interventionnelle. Marlène Bina, Juste Ndiana. La radiologie est une spécialité médicale qui permet d'obtenir des images d'une partie du corps grâce à divers outils, radiographie, échographie, scanner et IRM. Pour la Journée mondiale de la radiologie, l'imagerie des urgences et la radiologie interventionnelle étaient au cœur des débats. La journée permet de faire un peu l'état des lieux des structures radiologie au niveau du Gabon, et puis de présenter quelques cas particuliers qui pourraient servir à de jeunes radiologues, des cas de diagnostic rares et qui sont souvent aidés par la radiologie. Avec 34 radiologues et 40 techniciens d'imagerie, Libreville détient la palme d'or pour ce qui est du quota en radiologie. Une répartition inégale constatée à l'intérieur du pays et décriée par les spécialistes. Nous avons besoin de radiologues dans notre pays. Nous avons la chance d'avoir des radiologues qui viennent de l'étranger nous apporter leur expertise. Mais il est plus qu'urgent que le Gabon, et même en période transitionnelle, puisse avoir des radiologues gabonais formés par des Gabonais pour les Gabonais. Il faut véritablement que la radio ne soit plus une vue de l'esprit ou une utopie. Il faut l'installer à l'intérieur du pays avec des scanners, des échographes. Parce que les spécialistes qui ont été formés se retrouvent butés face à une réalité. On ne fait pas de la
radiologie aujourd'hui juste avec les mots. L'objectif des discussions sera donc d'établir des stratégies afin de repenser le fonctionnement de la radiologie au Gabon, d'améliorer la répartition des plateaux techniques et d'envisager le développement de la télémédecine. Et avec Patricia Lidimouele et Ulrich Moutsubier, signature d'une convention de partenariat entre EM Gabon Université et l'hôpital de coopération sino-gabonaise. Objectif, permettre aux étudiants d'exercer leur stage pratique dans les normes adéquates. On regarde. Cette convention paraphée entre EM Gabon et l'hôpital de la coopération sino-gabonaise met en œuvre l'encadrement des stages des étudiants au sein de cette structure hospitalière. Une marque de reconnaissance pour le fondateur de cet établissement supérieur. C'est un grand honneur pour l'école de santé de Libreville, composante de l'EM Gabon Université, d'avoir signé donc cette convention de partenariat avec l'hôpital sino-gabonais ce jour, dans le double intérêt d'abord d'intégrer l'hôpital, la structure hospitalière, dans ce que nous faisons comme formation, mais aussi permettre à nos étudiants, bien entendu, d'y effectuer des stages. Nous pensons que c'est cette double relation qui va permettre aux établissements de mettre en œuvre des formations véritablement utiles à notre pays parce qu'elles seront arrimées aux besoins réels des structures hospitalières. Lier la théorie à la pratique permettra aux étudiants de renforcer leur expérience dans le domaine médical. Nous suscitons l'implication de tous les autres établissements pour emboîter le pas, pour que l'encadrement hospitalier, le stage hospitalier ne soit plus un tourisme hospitalier et que les étudiants sachent que aller en stage, c'est faire de la théorie, la traduire en pratique. Mieux appréhender le milieu professionnel pour acquérir des notions pratiques de qualité dans le secteur sanitaire, ce à quoi vont s'atteler les étudiants durant leur stage afin de répondre aux normes d'évaluation. Et pendant ce temps, le programme national de prévention et de contrôle des cancers du ministère de la Santé organisait un séminaire de renforcement des capacités sur les différents cancers masculins à l'endroit des leaders des organisations de la société civile et ceux des bases communautaires. Le point avec Ingrid Mombo, Alpha Bodingue et Rosette Claire Nzongela. Plusieurs leaders de la société civile et responsables des bases communautaires ont pris part au séminaire de renforcement des capacités au regard de leur proximité, du rôle important qu'ils jouent auprès des populations. C'est à l'occasion de Novembre Bleu, mois consacré à la sensibilisation et au dépistage du cancer de la prostate. Relayer les informations utiles et pertinentes auprès des populations auxquelles elles ont accès. Parce que vous savez qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, on lit beaucoup de choses qui sont pas forcément vrai. L'auditoire a été édifié sur les facteurs à risque et les symptômes de cette maladie. L'augmentation de la fréquence d'uriner, la difficulté pour uriner. Donc c'est un homme qui va forcer, devoir pousser au niveau de l'abdomen pour pouvoir évacuer les urines, où il va remarquer que son jet, la force du jet mictionnel affaiblit. La présence de sang dans les urines, on parle d'hématurie. Vous pouvez également avoir des douleurs osseuses, notamment au niveau des os, du dos, l'âge, qui est le premier facteur de risque. Plus l'homme prend de l'âge, plus il est exposé, rien que par le facteur âge, au risque de faire un cancer de prostate. Environnementaux, donc dans tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire. Désormais outillés, les leaders des ONG sont attendus au pied du mur pour relayer le message reçu auprès des populations souvent sous-informées. Nous qui allons en zone rurale dans nos villages, nous voyons à travers les symptômes qui étaient prononcés par le professeur, nous pouvons rentrer en contact avec ces personnes régulièrement. Et nous voulons que le ministère de la Santé s'accentue plus en zone rurale. Notons que la campagne Novembre Bleu a débuté en 2020 avec un centre de dépistage. À ce jour, le Gabon compte 14 centres. Le cancer de la prostate occupe la 3e place parmi les maladies cancérigènes.